il m'a été demandé de vous donner quelques explications concernant la filière du point de vue infirmier. Je vais donc vous présenter comme suit un bref historique de la filière, les objectifs de cette filière et son rôle infirmier. Elle s'est exposée pour savoir quoi, qui est concerné, et en pratique comment cela se passe, et surtout quel est votre rôle dans tout cela. L'historique de la filière. C'est en 2011 que la filière a été créée sous l'impulsion du docteur Unkeler, avec une infirmière intéressée par le sujet. La filière a évolué au fil des temps, avec une collaboration de plusieurs infirmières différentes, ainsi que par l'arrivée de la doctoresse Brulard de la Chaux-de-Fonds. La reconnaissance institutionnelle de la pérennisation de la filière a permis une nouvelle organisation interne et une meilleure visibilité dans l'hôpital à proprement parler. Les objectifs de cette filière. Comme les médecins l'ont déjà signalé, l'ostéoporose représente un problème de santé publique majeur qui va encore s'accroître avec le vieillissement de la population. Dans la population suisse, après 50 ans, la fracture ostéoporotique touche 50% des femmes et 20% des hommes. Éviter une nouvelle fracture chez les patients ayant déjà présenté une fracture à basse énergie est le but principal de cette prévention. L'ostéoporose est une maladie silencieuse. Elle reste sous-diagnostiquée et les filières d'ostéoporose apparaissent clairement comme les meilleures stratégies de prévention et de dépistage. L'efficience de ces filières n'est plus à démontrer et a été reconnue de longue date par un collège d'experts en la matière. La stratégie efficace de prévention doit offrir une prise en charge à la fois du point de vue diagnostique et thérapeutique dans la globalité du patient. Le rôle de l'infirmière de la filière dans le dépistage du patient peut se faire de deux manières. Soit au milieu hospitalier, dans les services d'orthopédie et traumatologie, avec un repérage des patients ayant eu une fracture à basse énergie selon des critères pré-rétablis. Je vous donnerai des explications par la suite. Soit en ambulatoire, pour les patients qui viennent en consultation en orthopédie pour des contrôles radiologiques ou des suites de traitement, telles que les fractures du poignet ou de l'humérus qui n'ont pas forcément nécessité une hospitalisation. Pour ce faire, la collaboration interprofessionnelle est primordiale. Elle se fait aussi bien à l'interne de la chaîne avec une communication entre les différents intervenants, les médecins cadres, les assistants, les infirmières du service, les physios, etc., qu'avec les médecins de famille, les institutions de soins ou encore les EMS. Mais avec tout ça, qui est concerné? Toutes les personnes de plus de 50 ans. Les personnes ayant eu une fracture à basse énergie, c'est-à-dire une fracture avec une chute de sa hauteur ou une fracture spontanée sans choc direct. Je vous donne un exemple. Une personne à vélo qui est percutée par une voiture et qui se fracture le col du fémur, ce n'est pas une fracture à basse énergie. Par contre, une personne en vélo à l'arrêt qui perd l'équilibre et qui tombe sur sa hanche et qui se fracture le col du fémur, ça c'est une fracture à basse énergie. La localisation de la fracture est aussi une indication pour la recherche d'une ostéoporose. Voici un petit bonhomme avec les différents sites des fractures ostéoporotiques. L'épaule, l'humérus, le poignet, les vertèbres, le dos, le bassin, le fémur et pour finir la cheville. La fracture de la cheville n'est pas forcément une fracture ostéoporotique, c'est l'anamnèse du dépistage et le contexte de la fracture qui vont déterminer cela. Donc en pratique, comment est-ce qu'on fonctionne? Nous avons un entretien avec le patient, soit en milieu hospitalisé au lit du patient, soit pour les ambulatoires par téléphone ou lors d'un rendez-vous de contrôle. Nous lui posons des questions sur le mécanisme de sa fracture, comment elle s'est faite et son contexte. Cela nous permet de valider les critères de la fracture à basse énergie.
Nous lui demandons s'il suit actuellement un traitement ou deux, cortisone, diabète, etc. Et nous posons aussi des questions sur son parcours de vie, sans indiscrétion naturellement, mais qui nous permet de situer le patient dans sa globalité. Pour ce faire, nous avons une trame de questionnaire préétablie avec les médecins de la filière. Il est évident que nous adaptons ce dernier selon le type de patient avec un Alzheimer, alcoolique, etc. Comme je vous l'ai dit, nous posons des questions sur le type de sa fracture et son contexte, son poids et sa taille, qui va nous permettre d'établir, selon un outil du FRAX dit par M. Keller, le risque fracturaire dans les 10 années à venir, son hygiène de vie et ses habitudes alimentaires, ses antécédents familiaux, l'ostéoporose peut être héréditaire, et ses différentes maladies, les différents traitements aussi. Puis, nous donnons une explication sur l'utilité d'une future densitométrie qui permettra d'avoir un diagnostic précis de l'état des os. Une fois tous ces éléments transcrits dans un dossier, nous présentons le patient au médecin de la filière qui décide, selon les cas, s'il y a lieu de faire un dépistage plus approfondi ou pas, tel que la densitométrie, un bilan sanguin supplémentaire ou un rendez-vous chez le rhumatologue. Au final, comment faire de vieux os? Il faut être acteur de sa santé, c'est-à-dire qu'il faut prendre soin de ses os au même titre que de sa peau ou d'un autre organe que ce soit. Ceci afin d'éviter une nouvelle fracture et de maintenir son autonomie le plus longtemps possible. La meilleure prévention de l'ostéoporose est un équilibre corporel adéquat. Pour ce faire, il faut imaginer une table avec 4 pieds. Chaque pied de cette table correspond à une participation de votre équilibre osseux. Le pied 1, c'est l'activité physique qui est indispensable. Bouger, sortir, faire du sport, faire ses courses, marcher, etc. Le pied 2, c'est une alimentation équilibrée avec un apport journalier de calcium suffisant, fromage, laitage, légumes, boissons. Le pied 3, c'est la vitamine D qui est responsable de la fixation du calcium sur les os. On la trouve dans les aliments, mais elle nous parvient aussi par le soleil, d'où la nécessité de sortir de chez soi et de faire des activités extérieures. Et le pied 4, c'est éventuellement un traitement médicamenteux de fond donné par les rhumatologues, mais qui doit être suivi et pris très régulièrement. Et vous, après cet exposé, vous sentez-vous concerné par cette maladie silencieuse? Alors, si oui, n'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant ou à téléphoner aux infirmières de la filière qui seront à votre disposition pour des questions. Merci de votre attention.